En presque direct de Saint-Étienne, nous avons le plaisir de vous présenter le Saturday Night Blues. Et ce soir, comme tous les samedis soirs, tous les 15 jours, le grand, le beau, le sémillant Thibaut de Grey. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Saturday Night Blues, l'émission où on vous projette des images dans les yeux et on vous diffuse de la musique dans les oreilles. À la régie son, notre ami Monsieur Manu. Il est mon yin, il est mon yang. À la réalisation, Monsieur Lee Kali. Qui dit intro exceptionnelle, dit invité exceptionnel avec de la musique exceptionnelle. Il est sur la scène du Saturday Night Blues. Please welcome Mr. Jean-Marc Hainaut. Et on l'accueille sur le plateau du Saturday Night Blues. Qu'est-ce qu'on est content de t'avoir, mon Jean-Marc, ça fait plaisir. Alors, déjà, vas-y, prends tes aises. Je pose ma petite manette. Ouais. Hop. Alors, première chose, il faut que je te plug pour que Monsieur Manu, il te oui, tu vois. Donc là, je pense qu'il te oui. Ça, tu peux d'ores et déjà les mettre... Parce que comme tu es un fidèle de l'émission, je le sais, tu auras besoin d'écouter ça. Et je t'aide. Regarde, Allez, hop, je t'aide. J'ouvre la petite mallette. Oh, ça m'éblouit, c'est tellement beau. C'est assez joli, je reconnais que c'est assez joli. J'avoue. C'est une mallette qui a été faite pour moi, ça. C'est vrai? Ouais, en fait, j'avais fait les plans et c'est un de mes élèves qui l'a réalisé. Donc, il y a un double plateau, en fait. Parce que du coup, j'ai tous mes armeaux dedans, différentes tonalités, des doubles, etc. Donc, on va en parler, Jean-Marc. Okay. On a énormément de choses à apprendre et à connaître sur toi. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, hein, c'est super cool de venir dans cette émission. Je suis très content, très honoré et très content. Bah, nous aussi, et puis quelle intro. Quelle intro. On innove un petit peu. Ah ouais, on n'avait jamais Kelly. fait ça pour l'émission, c'est magique. Hein. Alors d'habitude, je te dresse un portrait élogieux, mais là, je vais te le faire face to face, amoureusement. Bonsoir, mon Kali. Non, parce que les gens, ils nous écrivent, ils nous disent non, les intros sont trop longues. Non, c'est très très bien, très bien. Je suis un peu ton yin, t'es un peu mon yang, c'est ce que j'ai dit. C'est ça, exactement. C'est pas mal. C'est beau, hein. Ouais. Non, c'est non, cool. Si, c'est beau. Bon, en tout cas, tu nous as régalé sur cette intro. Merci. Qu'est-ce que c'était ce petit morceau? Eh bien, en fait, c'est une petite composition que j'ai faite, plutôt. Alors, c'est assez marrant parce que je suis allé donner un cours j'ai donné un cours à un élève qui me dit « Tiens, je vais te faire écouter une musique africaine. » Et donc, j'écoute cette musique. Et puis après, je remonte dans la bagnole, je rentre chez moi. Et je sais pas, il y a un air qui me vient, à partir de cette musique, il y a un truc qui me trotte. Donc j'arrive chez moi, je prends mon armeau et je commence à jouer ce que j'entends dans ma tête. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec ce truc-là, je vais essayer de le développer un peu, de l'arranger un peu. Et donc voilà, j'en ai fait une petite composition qui aujourd'hui, quand je l'écoute ou quand je l'ai fait écouter, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais enregistré ce truc-là. C'est-à-dire que c'est une composition, à part que j'avais fait une démo sur YouTube, voilà, ça s'est arrêté là. C'est une composition qui n'a jamais été enregistrée nulle part, jamais jouée en concert nulle part. Cadeau donc, Saturday Night Blues. Voilà, on peut dire. Voilà. Et donc, et c'est assez marrant parce que finalement, quand on l'écoute maintenant, ça ressemble pas du tout à une musique africaine. Alors que moi, ça m'évoque ça. C'est parti de cette idée. Donc, il y en a qui me disent, ça fait un peu penser à de la musique cajun. Comme quoi, c'est quand même bizarre parce que ça part d'une musique africaine. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et au final, ça fait cette musique-là. Donc, il fallait que je trouve un nom. Donc, je l'ai appelé tout bêtement Africajun, de Afrique à Cajun. Bon. Et comme quoi, une musique pour en entraîner une autre. Ouais. Voilà, okay. Tout simplement. Alors, après cette petite intro dont tu nous as bien expliqué l'historique, justement, tu es Jean-Marc Hainaut, pour nos amis téléspectateurs qui ne te connaissent pas forcément.
C'est pas de la télé, hein, on est sur Internet, Thibaut. Oui, mais c'est comment on dit? Des téléspectateurs, des Des spectateurs? spectateurs, tout simplement. Mais ceux qui nous regardent à la télé, parce qu'ils ont mis leur Internet sur leur télé. Oui. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Je t'ai bien eu. Donc, Jean-Marc Hainaut. D'accord, bon, ok. C'est la question qui est impossible d'y couper. Nous, on te connaît bien parce que nous sommes un petit peu des passionnés de cette musique blues. Ceux qui te connaissent dans le paysage blues en France, ils savent qui tu es. Tu es un spécialiste de l'harmonica. Tu es la nouvelle génération de l'harmonica en France. Voilà. Mais j'ai envie de te dire, présente-toi. Qui es-tu, Jean-Marc Hainaut? Ok, alors donc moi je suis né à Nîmes. Voilà, j'ai commencé l'harmonica, j'avais 18 ans, 17-18 ans en fait. Alors c'est tout bête, au départ, moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, je voulais faire de la guitare. Mon père écoute beaucoup de rock and roll, de blues et tout ça. Donc voilà, il est très branché, Johnny Hallyday, Ray Charles, des trucs comme ça. Donc moi j'ai écouté ça. T'étais baigné dedans. J'étais un peu baigné dedans, même si c'est pas un passionné. Hein. Mais voilà, et donc je voulais faire de la guitare un peu comme tout le monde. Et il se trouve que mes parents m'avaient inscrit à des cours de guitare et moi je voulais faire du blues. Et le professeur que j'ai eu m'a fait acheter une guitare classique et me faisait jouer les feuilles mortes et des trucs comme ça. Donc autant te dire que je me suis pas tellement retrouvé. Donc je crois que j'ai fait 1 an puis j'ai arrêté. Et puis quand je suis parti à 18 ans à Montpellier faire mes études, donc dans ma petite chambre d'étudiant, je me suis dit tiens mais j'ai envie de faire d'un instrument, mais je sais pas trop si ça va me plaire. L'harmonica je connaissais parce que j'en avais entendu voilà sur des disques vinyles ou des cassettes. Et donc avec ma mère on est allé dans un magasin et j'ai acheté un petit harmonica. Et en me disant, dans ma chambre d'étudiant, quand je ne saurais pas que faire, je jouerai un peu d'harmonica, ça m'occupera. Et si ça ne me plaît pas, l'avantage, c'est que je le range dans un tiroir, c'est terminé. Ça m'a pas coûté super cher. Je n'ai pas acheté une batterie qui prend de la place, qui coûte super cher. Donc voilà, et en fait, je me suis pris au jeu. Je commençais à jouer et c'est devenu un peu mon compagnon dans ma chambre d'étudiant. Voilà, quand je rentrais chez mes parents le week-end, je jouais de l'harmonica. Et donc voilà, j'ai commencé, on a commencé à m'acheter des cassettes, des CD. Je me dis tiens, j'adore le son du blues, ça m'interpelle. J'ai envie de refaire ce que j'entends là à travers mon poste, quoi. Et donc voilà, donc je passais des heures à essayer de refaire ce que j'entendais. Alors j'y connaissais rien, il n'y avait pas encore Internet et tout ça. J'avais pas forcément le bon harmonica et donc voilà, donc j'ai passé des heures à rembobiner des cassettes, à essayer de faire ce que j'entendais sur les cassettes audio de Bluesman. Et donc voilà, ça a commencé comme ça l'harmonica. Puis après, il se trouve qu'à Montpellier, il y avait un endroit qui s'appelait le Cargo, il y avait des jam blues tous les mercredis. Et donc j'y allais et j'étais fasciné. J'étais fasciné et donc j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Mais j'étais nul. Donc voilà, et puis voilà, quand on est étudiant, on a toujours des potes qui jouent un peu de guitare et tout ça, donc on essaie de jouer, voilà. Et puis un jour, je suis allé à ce jam, au Cargo, et je me souviens, j'ai certainement très mal joué, et le gars qui animait la jam me dit, parce qu'en fait, il m'avait pas laissé beaucoup de place, mais certainement parce qu'ils avaient entendu que je ne devais pas jouer très bien. Et il me dit, voilà, tu peux partir. Et moi, j'avais envie de faire un autre morceau, parce que j'avais l'impression que j'avais pas joué, en fait. Et le gars me dit, non, mais c'est bon. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, un jour, je reviendrai et j'y arriverai. Et là, on me demandera de rester. Et je me suis même dit, un jour, moi, j'animerai des jams. Classe. Et quand j'animerai des jams, j'aurai pas ce comportement-là. Même des gens qui jouent pas bien, je leur dirai pas, merci, salut, au revoir, allez, dégage. Ouais. Donc voilà, donc je sais pas si c'était ça, ou si ça a complété ma motivation. Et donc voilà, donc après j'ai joué, j'ai commencé à faire des concerts. Il se trouve que j'allais voir pas mal de concerts parce que j'étais fasciné par ça en fait. Et j'ai rencontré un Canadien qui habitait à un village à côté de Nîmes et qui lui était musicien professionnel, super pianiste, super violiste et qui jouait un peu d'harmonica et du coup il m'avait entendu jouer, il m'avait dit écoute ce que je te propose, tu viens chez moi les dimanches et on travaille l'harmonica ensemble. Toi, tu as déjà un truc, un peu de technique et tout ça. Moi, je commence un peu l'harmonica, mais comme je suis un musicien aguerri, voilà, il avait des connaissances que je n'avais pas.
Et alors donc j'étais très motivé parce que je me tapais presque 45 minutes de route le dimanche matin. Ah ouais. Des fois j'arrivais chez lui, il n'avait pas envie de jouer. Donc j'avais fait l'aller-retour pour rien. Mais j'avais envie et voilà. Et puis après, voilà, j'ai fait mes études, je suis monté en région parisienne, voilà. Donc là, j'ai commencé à rencontrer des musiciens, à faire des concerts. Puis j'ai vu qu'il y avait un truc à l'Utopia qui s'appelait le Souffle du Blues, où il y avait Jean-Jacques Milteau et Greg Slap. Donc j'y suis allé, je me suis inscrit. Alors ça aussi, c'est un truc un peu rigolo, c'est que je vois la plaquette. Vous êtes débutant niveau 1, vous savez faire tel truc niveau 2, vous savez faire tel truc niveau 3. Voilà. Niveau 3, je vois que vous avez déjà fait des concerts, ce qui était mon cas. J'avais déjà fait des jams et des concerts. Moi, je m'inscris niveau 3. En fait, les gens ne faisaient pas ça d'habitude. Mais moi, je ne savais pas. Hein. C'était pas parce que les gens faisaient niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc moi, je déboule là-dedans avec des mecs qui avaient déjà fait le 3 niveaux, mais qui avaient un certain apprentissage. Et moi, j'arrivais avec ma culture propre, c'est-à-dire que moi j'avais travaillé sur des CD de choses qu'eux n'avaient pas forcément travaillé. Et donc voilà, donc c'est là que j'ai rencontré Greg Slap, qui a mis des mots et sur ce que je faisais sans savoir pourquoi ni comment, qui m'a aiguillé, qui m'a appris à être plus précis, à travailler certains trucs, etc. Et c'était une belle rencontre. Et puis après, j'ai rencontré des musiciens. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait des jams à l'Utopia, j'ai fait des concerts, je suis rentré dans des groupes. Et puis le cursus d'un peu plus de la plupart des musiciens, c'est-à-dire des rencontres, voilà, des groupes de plus en plus aguerris. Voilà, moi des fois j'ai joué dans des groupes où je faisais que 4-5 morceaux. Parce que l'harmonica, ils n'en avaient pas besoin, ils aimaient bien comment je jouais, mais bon, c'était, tu viens sur 4-5 morceaux. Mais voilà, j'y allais quand même et j'étais pas démotivé. Et puis au fur et à mesure, j'ai progressé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors là, tu nous as fait la genèse de Jean-Marc Hainaut qui arrive dans le monde du blues et de l'harmonica. Voilà. Mais tout au long de cette émission, on va essayer de dérouler un petit peu par le biais de nos rubriques qui tu es et justement ta spécialité qui est l'harmonica. Et tu avais une mission. Déjà, on va démarrer la première rubrique de cette émission avec le film de la semaine. Alors, le film de la semaine, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette émission, nous demandons à notre invité de choisir un film qui est important pour lui, et il doit nous présenter une scène qui doit contenir impérativement un passage musical. Peut-être que cet extrait de film est important pour lui, et il nous explique pourquoi le choix de ce film. Jean-Marc, cette semaine, quel est le choix de ton film? Alors, moi j'ai choisi Black Snake Moon. Alors en fait, il y a plusieurs films qui m'ont influencé, enfin qui m'ont passionné. Je ne vais pas parler des Blues Brothers parce que bien sûr ça a été quand même aussi, ou Cadillac Records. Il y a eu le film Crossroads qui pour moi était un film très important. Et quand j'ai découvert aussi ce film-là avec Samuel L. Jackson, j'ai retrouvé une certaine sensation que j'avais notamment dans des concerts ou dans ces fameuses jams où j'allais, voilà. Et donc ça m'a interpellé. Voilà, il y a des films comme ça qui t'évoquent des choses. Et quand je vois ce film-là, ou comme le film Crossroads, voilà, il se passe quelque chose. Je sais pas comment dire. Il y a une certaine transpiration, une certaine fascination. On s'imagine quoi, on s'imagine dans le lieu, voilà. Alors déjà, là, il nous met le film en bouche. Ouais. Moi, j'adore ce film, je suis absolument fan, donc voilà. Mais on va laisser notre ami Kali un petit peu pitcher ce film. Je vais vous pitcher ce film. Alors, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je vais essayer de vous le pitcher quand même aussi bien que possible. Alors, Black Snake Moon, c'est le deuxième film du réalisateur de Hustle and Flow, Craig Brewer. Je pense que ça se prononce comme ça. Hustle and Flow qui se passait aussi dans le sud des États-Unis, mais qui s'intéressait au hip-hop, au rap. D'accord. Donc le film est sorti en 2006 et son affiche, comme tu le disais, il laisse présager un truc un peu dirty, un peu sale sur les bords.
Et c'est pas faux, hein. Le contexte, l'Amérique, un petit patelin du Tennessee, Samuel L. Jackson, bluesman, découvre Christina Ricci, la traînée du village, c'est ce que disent les gens là-bas, à demi nue, couverte d'échymoses et laissée pour morte au milieu de la route. On est bien loin de la famille Adams, hein. Je sais. Ah, mais complètement. Elle est magnifique dedans, Christina Ricci, je trouve. Ah, mais tout est magnifique, de toute façon, que ce soit les comédiens, que ce soit le lieu de tournage, que ce soit la bande-son. En fait, c'est exactement ce que tu as dit là pour présenter le film. Déjà, il y a une atmosphère et on rentre dedans. Oui, c'est ça, exactement. Donc, excellent choix. Ouais, et j'ai pas terminé, hein, j'en ai encore un tout petit peu sur le coude. Alors moi, je vais pas vous faire toute l'intrigue, évidemment. Simplement, c'est l'histoire d'un vieux bluesman qui aide une jeune fille à revenir dans le droit chemin. Voilà, c'est un peu, c'est grosso modo le pitch qu'on pitcherait à un producteur, il me semble. Je vais pas vous raconter non plus toutes les anecdotes sur la Gibson de Samuel Jackson, ni le fait qu'il a vraiment appris à jouer de la guitare, ou qu'il a rencontré plusieurs bluesmen du Mississippi comme Big Jack Johnson. Non, tout ça, je le laisse à Thibaut. Hein. Il en parlera bien mieux que moi. Par contre, je peux vous dire que c'est pas le seul film avec des serpents pour Samuel L. Jackson, parce que un an plus tôt, il nous sortait quand même des serpents dans l'avion. Et ça, c'est la classe. Quelque part, j'aurais presque préféré que tu choisisses, parce que je n'ai pas vu des serpents dans l'avion. Et quand je vois des images des serpents dans l'avion, ça envoie quand même du pâté. Voilà, c'était ma petite... Il est magique. Tu comprends pourquoi c'est le meilleur réalisateur pour cette émission qu'on pouvait trouver. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Merci, mon Cali. Avec plaisir. Alors, Jean-Marc, maintenant que tu as placé un petit peu le film et pourquoi il est important pour toi, quel extrait tu as envie de nous présenter? Est-ce que tu peux nous dresser la situation? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors en fait, moi, quand je passe à ce film, il y a deux passages qui m'ont interpellé. Il y a le passage où il joue de la guitare chez lui, où il joue ce fameux titre de Blind Lemon Jefferson, qui n'a rien à voir, enfin, rien à voir. Si on écoute le titre original, c'est beaucoup plus folk blues. Là, il y a un côté très, très delta, c'est moite, il y a le tonnerre, etc. Donc il y a ce passage-là. Et puis il y a un autre passage, moi, c'est celui dont je voulais parler. C'est quand il joue dans le junk joint, voilà, où les gens sont complètement en transe, ils dansent, et on ressent à ce moment-là, je vais dire, la transpiration qui coule des murs, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils sont proches, il y a une espèce de sincérité, il y a une espèce de chaleur, il y a un côté un peu sexy, il y a un côté aussi sexy, il y a tout ça mélangé, voilà. Et moi j'adore ça parce que ça m'évoque des choses en tout cas. Alors attends, tu vas nous le dire ce que ça t'évoque, mais avant que tu nous le dises, on va le voir. Super. Extrait. You know that bartender give me a dirty look and a dirty glass. I said, "Say, motherfucker, do you know who I am?" He said, "Hell no, nigga. I don't give a goddamn." Down in my pocket and pulled out my shiny 44. Shot that motherfucker twice. He hit the goddamn floor. About that time, you could have heard the drop of a pin. That's when that bad motherfucker Billy Lyons walked in. Et là, on le sent parfaitement. Alors, on aurait pu laisser la scène en entier, mais tu connais les rouages de YouTube, de Facebook, de Twitch. Ouais. Très rapidement, strike. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais écoute, avec ce petit passage, je pense que ça illustre à peu près ce que tu voulais dire. Donc, quand tu vois ça, ça t'évoque? Voilà, moi, ça m'évoque ce qu'on ressent finalement quand on est sur scène et qu'on voit les gens qui dansent, qui sont un peu les uns sur les autres. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, moi, ça m'évoque ça. Et j'adore cette ambiance, ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, il y a des fois des concerts qu'on fait, ou des jam blues. Moi, j'adore ça, en fait, quand on est très proche des gens. Je préfère même jouer dans un club comme ça, où les gens sont très proches, où il y a une espèce de chaleur qui se dégage, plutôt que finalement des fois sur des grandes scènes qui sont un peu froides, où on a beaucoup de place, où les gens sont loin. Et bien moi, je me sens plus à l'aise quand je vois les gens
tout proche comme ça, que je vois leur regard, que je vois leur bière, que je vois voilà, qu'ils se mettent à danser, qu'il y a une espèce de... Voilà, on sent la mayonnaise qui prend, voilà, qu'il y a une vraie sincérité. Et là, tu peux pas te cacher, tu vois, t'es proche et du coup, tu dois être sincère dans ce que tu fais. Ça doit être joué avec le cœur et si ça marche, les gens dansent et voilà, le chanteur raconte ou le musicien raconte son histoire. Et on voit si les gens, ça les interpelle ou pas. Ce qu'on ne voit pas forcément des fois sur une grande scène, parce que les gens sont assis ou ils sont loin. Là, on sent tout de suite s'il y a un partage, voilà, il y a une espèce de partage qui se passe dans ce genre de club. Et moi, quand je vois ça, ça m'évoque ces moments-là de partage. Ou aussi, je me dis, j'aurais bien aimé être là pour être pris par cette transe, quoi, parce que c'est un peu ce qu'on cherche, aussi bien quand on est musicien. Et puis quand on vient écouter de la musique, on vient pour s'évader. Le temps d'un concert d'1 heure, on veut penser à autre chose. On veut, voilà. Et quand je vois cet extrait-là, je me dis, voilà, là, il se passe quelque chose, quoi. Les gens sont ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'on fait de la musique, quoi, voilà. Quelque part. Le temps d'une chanson, le temps d'un concert, on est ailleurs. Et on a partagé quelque chose. En fait, je trouve que la musique, c'est fait pour rassembler les gens. Et quand on voit les gens qui dansent ensemble, ou qui discutent alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a 1 heure, qui sont au bar et qui discutent parce qu'ils sont les uns sur les autres, et que la musique déroule ça, voilà, je crois qu'on a gagné. Et c'est ça le blues, c'est du partage, c'est des émotions, c'est des sensations, et c'est juste tout simplement un gros kiff. On aura remarqué dans cet extrait aussi qu'il n'y a pas n'importe qui au sein du groupe qui partage la scène avec Samuel Jackson. Il y a quand même Kenny Brown, qui était le guitariste du regretté R.L. Burnside. Et il y a quand même son petit-fils, Cédric Burnside, derrière la batterie. Exactement. Donc c'est vraiment la musique, hein, ils l'ont joué ensemble. Et comme tu l'as si bien dit dans ton pitch, c'est quand même Samuel L. Jackson qui chante. Ouais. Et c'est la grande classe. Oui, c'est vraiment la grande classe. Et d'ailleurs, il y a dans ce film-là, si je me souviens bien, il y a d'autres morceaux de Burnside qui sont joués. Il chante et il joue aussi. Hein. Enfin, il fait pas semblant de jouer de la guitare. Samuel L. Jackson, oui. Et c'est pas le seul film. Hein. J'ai apporté le vinyle, mais dans Hitman et Bodyguard, il chante aussi un blues qui est d'ailleurs sur l'album. Donc c'est pas. Qui est le vinyle qui est de ton côté d'ailleurs. Donc on vous invite à le regarder, c'est au début du film. Simplement d'écouter le morceau, mais c'est vrai qu'il se démerde pas trop mal. Il a une sacrée voix, ouais. Et puis quand je vois ce club là, ce Junk Joint, ça me fait penser à Morgan Freeman. Il y a un club aussi. Qui a un club, le Grand Zero, dans le Tennessee, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le Tennessee. Puis dans ce film-là, quand même, il y a si je me souviens, il y a Son House. Il y a Son House qui apparaît en noir et blanc. Mais oui, qui fait la jonction. Voilà, et qui explique un peu, c'est assez voilà, qui explique sa vision du blues, et que pour lui, le blues, c'est forcément une histoire de bonne femme. Et voilà, et donc il explique ça, et donc il y a des images d'archives de Son House dans ce film. Qui font des liens entre différentes séquences. Ouais. Et alors, ce film-là, il est d'autant plus proche de toi parce que tu as monté un spectacle autour de Black Snake Moan avec une troupe qui s'appelle Move Brothers, et j'aimerais bien que tu me parles de ça. Alors on va s'en mettre un petit extrait, puis tu nous en parleras juste après si tu veux bien. Ok. Extrait. On vient de voir un petit extrait justement d'un bout de captation, je cherche mes mots, pardon. Présente-nous ce spectacle, qu'est-ce que c'est en fait? Alors en fait, ce spectacle, il se trouve que moi j'enseigne dans une MJC à Bourg-les-Valences, et avec cette MJC, on organisait, là avec la situation, on le fait plus pour l'instant, mais une soirée qui s'appelait Blues-les-Valences. Et un jour, le directeur de cette MJC me présente un danseur qui vient du hip-hop, donc Lionel Fredoc, c'est celui qui danse là dans la vidéo. Et il me dit peut-être que ça serait bien que vous fassiez un truc ensemble. Bon, ok.
Donc on fait à un moment donné, pour une des soirées, moi je fais un morceau à l'harmonica tout seul et il danse. Et ça m'a donné l'idée, je me suis dit, mais pourquoi on ne mélangerait pas la musique et la danse donc je l'appelle, je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait qu'on monte un spectacle voilà, j'appelle un musicien qui s'appelle Samuel Little Sam, en lui demandant, est-ce que tu serais partant pour faire ça? Et en fait, on va faire une espèce de truc où on va raconter un peu des chansons, en partant du gospel jusqu'au jazz, en passant par le ragtime, le blues, alors le blues Delta Blues, le Chicago Blues, en allant plus vers le rock'n'roll, le boogie, voilà. Et on va, à travers ces chansons, donc Lionel, le danseur, il y avait aussi une danseuse qui venait sur certaines chansons d'ailleurs, va raconter l'histoire de la chanson. Donc on a sélectionné des chansons comme ça, et donc ce spectacle, voilà, traverser un peu les musiques folk américaines, avec chaque fois la danse qui interprétait les textes de la chanson. Donc là, typiquement, Lionel, il mime un serpent, en fait. D'ailleurs, c'est assez dingue, parce que c'est une des chansons qui a le plus plu lors de ce spectacle, parce qu'à un moment donné, quand on voit un serpent, quoi, et puis voilà, puis on en avait fait d'autres, et donc chaque fois, il mimait à travers la danse l'histoire de la chanson, et c'était un super spectacle. Malheureusement, on l'a pas joué beaucoup, parce que les festivals de blues nous ont répondu, mais la danse, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est compliqué, tout ça, puis ça va pas plaire, etc. Les endroits de la danse disaient, la danse, le blues, non, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc en fait, on s'est retrouvés avec moi, j'ai trouvé un spectacle innovant que j'ai adoré faire, je le trouvais super beau. Et chaque fois qu'on l'a joué, le public était plutôt réceptif et content, parce que vraiment, il y avait à la fois le son et le visuel. Mais voilà, on l'a joué très peu de fois parce que c'était peut-être, je sais pas, c'était pas le bon créneau, c'était pas le bon moment, j'en sais rien. C'est compliqué du coup de sortir du cadre et de proposer autre chose, quoi. Je m'y attendais pas, en fait. Pour dire la vérité, moi, on m'aurait demandé, j'aurais dit, ce spectacle, il va casser la baraque. Ouais. Alors, je dis pas il aurait certainement fallu améliorer des choses, etc. C'est pas ça. Mais j'avais l'impression qu'on amenait quelque chose d'innovant, avec la danse qui raconte les histoires des chansons. La plupart des gens qui sont là ne comprennent pas forcément les paroles, mais là, à travers la danse, ils comprennent de quoi ça parle, etc. Et je trouvais ça bien de mélanger cette musique blues avec de la danse qui, pour moi, est indissociable. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans le film, en fait. À part que là, il danse, il raconte pas l'histoire de la chanson. Mais quelque part, on a un musicien qui raconte son histoire, et puis des gens qui dansent dessus, donc ils ressentent quelque chose. Et finalement, voilà, le public était là, mais les programmateurs n'étaient pas là. Et puis la danse retranscrit une époque aussi. Voilà. On ne dansait pas un style dans les années 20 que dans les années 30, 40. Et Lionel, c'est un super danseur, et c'est bien dommage, parce que c'est un spectacle qu'on refera peut-être, mais qui aujourd'hui n'a pas trouvé suffisamment de lieux pour être programmé. Parce qu'il faut quand même une scène un peu importante, il faut des lumières. On ne peut pas faire ça dans un club. Mais rassure-moi, du coup, le projet, il est pas mort. Le projet, il n'est pas mort, mais il est en stand-by. Il existe. Il existe, mais il est en stand-by. Ouais. Alors, justement, amis programmateurs, vu que Jean-Marc, il en a si bien parlé et qu'on vous l'a un petit peu présenté, on compte sur vous. Peut-être qu'avec cette émission et ce message, on arrivera à le remettre sur les rails. En fait, c'est tout le message que je te souhaite. Ok, écoute, on va refermer là cette rubrique film de la semaine, parce que si je commence à parler de Black Snake Moon, je vais pas m'arrêter. Tu n'avais pas une anecdote ou deux sur la Gibson non? Alors la Gibson, non. Non, sur la Gibson, non, mais je sais qu'il a mis énormément de temps à apprendre la chanson, justement, Black Snake Moon, cette mise en scène. Mais là, on va sortir du cadre, et il a mis du temps à la préparer et à la jouer, parce que c'est lui qui joue. Là, il joue le morceau à la guitare et il la chante. Et il a mis énormément de temps à apprendre le morceau à la guitare. Il ne jouait pas de guitare. C'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé voir des bluesmen qui étaient pas très très loin. J'ai noté, mais dans le Mississippi, il allait voir les bluesmen et il a appris à jouer avec eux, à apprendre les spécifiquement pour le film. Mais après, il a aimé justement jouer et chanter, et il l'a développé par la suite. Mais le point de départ, il vient quand même de Black Snake Moon. Il jouait pas de guitare. Et il a appris le morceau pour le film. Il jouait que des serpents.
Et puis nous, en tout cas, dans le spectacle Move Brothers, on s'est inspiré de cette scène-là, en fait. Et oui. Parce que finalement, si les paroles de cette chanson, on parle de serpent noir, mais encore une fois, je pense que le serpent noir, c'est pas ce qu'on s'imagine. Le serpent noir qui crache son miel, voilà, je pense que souvent, comme dans les blues, c'est très imagé. Et je pense pas qu'on parle d'un serpent noir qui rampe par terre. Il y a plein de codes et c'est ça qui est bien dans cette musique, justement. Et on se fera pas couper. On peut refermer cette rubrique film de la semaine, bien sûr. si ça vous convient. Et on va passer à une nouvelle séquence qui s'appelle le test de Rorschach. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que c'est le test de Rorschach? Ça fout un peu les jetons, je sais pas ce que c'est, mais ça fout un peu les jetons. Alors c'est simplement le test de Rorschach revu et corrigé par mes soins. Je vais te présenter des images, des photos. D'accord. Et par le biais de ces photos, on va essayer d'en apprendre encore un peu plus sur toi. Et à l'évocation de cette photo, spontanément, tu vas nous dire à quoi ça te fait penser, qu'est-ce que c'est, si anecdote liée à ta vie ou à ta carrière ou pas. Super. Ok. J'espère que je vais te surprendre ou pas, mais en tout cas, l'idée c'est d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu es prêt, mon Gali? Je suis totalement prêt. Vas-y. Première photo. Première photo. Est-ce que tu peux la décrire pour les gens qui sont malvoyants ou qui nous écoutent en podcast? Putain, c'est Montpellier, ça, non? Oh, bravo. Non, mais je vois rarement Montpellier d'en haut. Ben oui, mais bon, je me suis dit, il y restait quand même quelques années. Ouais, donc, c'est Montpellier. Et ben, figure-toi que il y avait un magasin de musique qui était pas très loin, et j'ai joué de l'harmonica par là au début, même si mon premier public, pour dire la vérité, ça a été en Ardèche, ça a été des vaches dans un champ. Il faut savoir que parce que bon, comme Que les vaches sont très réceptives. exactement. Ah Et ouais. bien figure-toi que oui. En fait, je me mettais au bord d'un champ. Il y avait des vaches, mais bon, je n'étais pas venu là pour ça. Je jouais de l'harmonica. Et ben les vaches se rapprochent. Ok. Et ça a été mon premier public. Bah c'est bien. Écoute, moi, par le biais de cette première photo... J'en profite. Est-ce que ça a amené un morceau? Ça a amené quelque chose? Ça n'a pas amené de morceaux. Alors, vous allez me prendre pour un fou, sûrement. Ben non, pas du tout. Ben si. Et en fait, je me souviens que dans ce champ-là, donc c'est un endroit en Ardèche où je vais souvent. Je vais souvent dans le même champ. Je retourne maintenant encore aujourd'hui dans le même champ. Alors, il n'y a pas toujours les vaches, hein. Mais et je me souviens qu'une fois, j'avais balancé un harmonica dans le champ. Pourquoi? Okay. Je sais pas trop. Je me suis dit, je sais pas, je vous offre l'harmonica, j'en sais rien. J'avais balancé, je sais pas, un truc comme un peu. Je suis un peu dingo, je pense. mais c'est bien. Ça fait en espérant qu'une des vaches joue avec. Non, c'était pas ça, mais j'avais l'impression que c'était des années après pourtant. Ouais. Hein. Des années après, comme si je leur rendais quelque chose. Moi, j'ai fait des trucs un peu dingo, comme quand j'avais vu le film Crossroad. J'étais allé une fois à un croisement, un soir où il faisait du tonnerre, et j'ai joué de l'harmonica, en me disant que peut-être que Papa Legba allait venir. Il y avait quelqu'un qui allait venir, et j'allais avoir le blues. Enfin, j'allais avoir le blues. C'est génial. Mais j'étais jeune aussi. Hein, oui, non, mais j'étais jeune. c'est mais quelque part, voilà, c'est un peu con, mais j'y croyais à tout ça. Et bien, quelque part, j'y crois encore. Même si maintenant, avec le recul... Bon, voilà, mais j'y crois encore et c'est pas impossible qu'un jour je me retrouve à un carrefour en train de jouer en espérant que quelqu'un vienne. Je t'adore, Jean-Marc, parce qu'on est parti de Montpellier et là on est arrivé dans un champ de vaches. On aurait pu être dans un champ de coton, dans un champ de vaches. Bon, écoute, cette photo de Montpellier, tu nous l'as dit un petit peu en préambule, tu as commencé tes études et tu t'es un peu fait les oreilles là-bas. C'était pour en arriver là. Tout à fait. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire par rapport à ton passage à Montpellier. Non, une vie d'étudiante qui était super, c'était des belles années de ma vie, en tout cas. Très bien. Alors, on va pas perdre plus de temps et on va passer à la deuxième photo. Ah, ça c'est une photo d'un album de Nick Owen Toussaint. Ah, je suis bon quand même, hein? Et comment il s'appelle cet album? Alors, c'était son deuxième album. Mais alors là, le nom, je vais te dire... My Kind of Blues. Oui, sûrement. Non, mais bien sûr, c'était son deuxième album. Et en fait, alors pour la petite anecdote, je connaissais pas Nick Owen Toussaint à l'époque. Hein. Alors, parce que je t'ai lu en interview, c'est pour ça que je t'ai mis ça, et que ça m'a beaucoup parlé. C'est le premier harmoniciste français que tu as entendu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
je m'intéressais à l'harmonica. J'avais vu des photos où les mecs, ils avaient des micros comme ça, là, des phares de, ce qu'on appelle des phares de vélo, des graines boulettes. Et à Montpellier, justement, je vais à la Fnac. À l'époque, la Fnac avait encore beaucoup de CD. Oui. Et je vois cette pochette de cette main avec ce micro comme ça. J'achète. J'ai acheté sur l'image, en fait. Et voilà. Et après, quand j'ai écouté, je me suis dit, oh putain, c'est trop bon. Ça m'a pris. Ah ouais, c'est trop bon. C'est voilà. Et donc c'est parti. C'est pour ça qu'en voyant cette image, ouais, tout à fait. Ouais. J'avais acheté cet album pour l'image au début. Puis après, du coup, j'ai découvert Nico. Voilà, j'en ai découvert plein d'autres aussi. Mais voilà, lui, je l'ai découvert finalement à travers cette photo. T'as découvert Nico, t'as découvert sa musique et t'as partagé la scène avec lui aussi. Oui, voilà. On a joué quelques fois ensemble et c'était toujours un grand moment et voilà, et en fait c'est toujours pareil, c'est que on peut être influencé par des bluesman, tu vois, moi j'aime bien Little Walter, Sonny Boy, etc. Mais je les ai jamais vus en concert, tous ces gars-là. Je les ai vus je les ai écoutés sur cassette ou CD. Mais quand on voit des mecs en concert, en vrai, que ça soit Nico ou que ça soit d'autres, hein, que j'ai vu, que ça soit des Français ou des Américains, eh ben on apprend de les voir en live, en fait. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que on les découvre, on apprend, mais même dans la gestuelle, dans tout ça, et du coup, c'est comme une éponge, quoi. Oui. On prend. Après, voilà, on en fait ce qu'on en veut, mais voilà. Et donc tous ces gars-là, moi je les ai vus. Donc Nico, je l'ai vu plusieurs fois en concert, on a fait le jam plusieurs fois ensemble, et voilà, je trouve que c'est important d'aller voir des concerts pour apprendre. Il n'y a pas le fait que de jouer, quelqu'un qui joue que chez lui, c'est bien, mais s'il ne voit pas des concerts, il lui manque quelque chose. Très bien. Alors on va passer à notre troisième petite photo. Non mais moi je bois ces paroles. Alors il faut. J'avais l'impression que tu rigolais par avance du. Dans la troisième photo. Non. Ça va être coquinou, je sens. Ça va être. Ouais, vas-y, troisième photo. Ah oui, d'accord. Ah oui, Crossroad. On ne te la fait pas. Et puis tu nous en as déjà tellement parlé de ce film. Alors, en fait, je partage les mêmes choses que toi par rapport à ce film. Mais vas-y. En fait, ce film-là, pour moi, c'est le film. Si je devais prendre qu'un film avec moi, ça serait celui-là. Ça a été une révélation. Je me souviens la première fois que je l'ai vu, j'étais fasciné, quoi. Je ne sais même pas si j'ai cligné des yeux pendant tout le film. J'étais imbibé par le truc. Et ça m'a tellement interpellé que du coup, je suis allé faire un crossroad, un croisement une fois en Ardèche en essayant de jouer. Bon, fait bon. Et voilà, donc ce film, j'ai regardé plusieurs fois, des tas de fois. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré, même s'il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est cliché, etc. » Moi, je m'en fous. J'ai adoré cette histoire, ça m'a emmené en voyage, en fait. Et je me suis identifié à ça. Et quelque part... je me suis dit, mais j'aurais aimé, moi, rencontrer un vieux bluesman qui me dit « Allez, viens avec moi sur la route, je vais t'apprendre le blues. » C'est ce que j'aurais voulu, en fait. J'aurais adoré ça. Et donc ça, c'était la première fois, enfin, mon premier cheminement avec ce film. Et il y a eu un deuxième cheminement avec ce film-là. C'est finalement quand j'ai commencé à jouer avec Alain Giroux. Parce qu'avec Alain Giroux, c'était un bluesman reconnu, quelqu'un qui avait déjà énormément de bouteilles. Et j'ai retrouvé un peu, quelque part, cette fusion qu'il y a un peu dans le film entre ce vieux bluesman et ce jeune apprenti quelque part. Et ben moi, avec Alain Giroux, je me suis de nouveau identifié à ce film-là. Avec moi, le jeune bluesman, et puis lui, bluesman. J'aime pas dire bluesman parce que je pense pas avoir la crédibilité de m'appeler bluesman, mais cet apprenti harmoniciste en tout cas, avec ce mentor qui m'amène avec lui sur les chemins et dont j'apprends des choses au fur et à mesure de la route. Pas que dans la musique, dans la façon de... Enfin, bien sûr dans la musique, mais pas que de la scène, dans la façon d'être, voilà. Et donc du coup, ça a été ma deuxième un peu identification à ce film-là. C'est pour ça que ce film-là, il est très important pour moi, au-delà du fait qu'en plus, j'adore tout. J'adore la musique, j'adore tout ça. Voilà, donc c'est un film très important pour moi. Alors s'il est important pour toi, je vais te proposer un truc. Dans ce film, tu as Willie Brown, au moment où ils arrivent dans le Mississippi, ils sont sur le pont et il est avec Eugène, qui est incarné par Ralph Macchio. Et tu as Willie Brown qui le teste, qui lui dit « Tu vois ce train ?
fais-moi un train. Ouais. Et là, il se gaufre, il lui dit moi je t'apprendrai jamais la dernière chanson de Robert Johnson si tu sais pas me faire un train. Ouais. Alors Jean-Marc, tu vas me prendre un harmonica et tu vas me faire un train s'il te plaît. Et pour nos amis spectateurs, on va mettre la séquence de Crossroads où t'as Willy Brandt qui joue l'harmonica. Ok. On met pas la musique, mais on va entendre Jean-Marc Hainaut qui va nous faire le train. Ok, mais moi, est-ce que du coup, il faut que je sois... T'es pas obligé d'être synchro. Non, mais je veux dire, est-ce que je peux faire plus long que lui ou Tu il faut peux que je faire, m'arrête, on va le faire le temps de l'extrait, mais on va voir ce que ça donne déjà. D'accord. Et je pourrais raconter une anecdote sur Tu le train feras après tout ce que tu veux, Ah, mais mais là c'est je te super. challenge. Ok. Tu es prêt? Je vais essayer. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Kali, Je tu suis es prêt? Oui. Extrait. Ah yes! Alors là, défi relevé, là, je peux dire, alors là, il n'y a rien à dire. On y était. Merci. Ça le fait, hein? Alors là, j'ai hâte de voir cette séquence parce que ça le fait grave. Merci. Et c'est un kiff, quand même. Oui, de jouer c'est- sur ce c'est film-là, c'est quand même un super. kiff. En plus, le train, c'est vrai que c'est un peu... Alors, c'est marrant, le train, parce que c'est un peu un passage obligé de l'harmonica. Alors, il n'y a pas d'obligation de rien, mais en général, c'est... Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que chacun fait un peu son train à sa façon. Il y a un peu des trucs qui reviennent, évidemment, le chouchou, etc., le fait qu'il démarre, qu'il accélère, etc. Mais personne ne le fait de la même façon. Et c'est justement ça qui est bien, c'est ce que j'explique moi à mes élèves. Je dis, ça serait bien que tu saches faire le train, mais fais pas mon train. Fais ton train. Tu peux t'inspirer de ce que je fais moi ou de ce que font... il y en a d'autres qui l'ont fait super bien, Jean-Jacques Milteau, d'autres, plein d'autres. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir son propre train. Et pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais en concert avec Alain Giroux, on faisait toujours le train. Et il y avait une espèce de petit jeu entre nous. C'est-à-dire qu'Alain Giroux, lui, il faisait toujours le train le premier. Donc il le faisait à la guitare. Il faisait son train. Et avant de faire son train, il expliquait quelque chose qui était toujours un peu amusant. Il disait aujourd'hui, les TGV, c'est vachement pratique, mais musicalement, c'est moins inspirant que les locomotives à vapeur. Donc il faisait son train à la guitare. Et puis, juste après, souvent, il disait un train peut en cacher un autre. Et moi, je commençais mon train à l'harmo, tout seul. C'était un peu le passage du concert où on jouait chacun son morceau. Et sur la fin, il me rattrapait et il finissait avec moi en faisant les ouais. Et c'était un moment qu'on aimait bien partager. Et aujourd'hui, finalement, dans les concerts de blues, on voit plus tellement de gens qui font le train. Peut-être parce que maintenant c'est un peu vieux, j'en sais rien. Mais nous, en tout cas, on aimait bien faire ça. C'était un moment un peu en dehors du concert, quoi. Un passage obligé. On va s'en arrêter là sur ce test de Rorschach. Je voulais juste conclure sur le personnage de Eugène, Ralph Macchio. Je ne sais pas si tu suis un petit peu sa carrière, mais tu peux le retrouver dans une série que, pour nous, petits geeks et fans des années 80, on peut le retrouver dans une série qui s'appelle Cobra Kai sur Netflix. On en arrive à la 4e saison. Ça se passe 35 ans après les aventures de Karate Kid. Et voilà, maintenant il est devenu papa, il a des enfants et il a retrouvé son compagnon, qui était son adversaire à l'époque. Mais il y a toute une histoire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je t'invite à le regarder. C'est hyper kiffant. Okay. Et la bande son, elle tue. Voilà, on y est. C'est bien. Thibaut qui fait ses recos, ses petites recos avant les recos. Détendu. Ah, Parce ouais. que j'avais un doute, je savais pas si Jean-Marc il le savait. Tu vois, je suis content. Voilà. Donc voilà. On s'en arrête là sur ce test et on continue le fil de cette émission. Et j'avais envie de te demander alors 2 choses. On va parler un petit peu de ton actu, mais tu nous as parlé de l'harmo, tu nous as fait une démo. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres tout de suite, c'est le cas de le dire. Justement, tu nous as parlé un peu de ta mallette.
mais tu es endorsé, tu es sponsorisé par Honor. Alors déjà, comment ça marche un sponsor? Comment ils viennent te chercher et pourquoi toi? Enfin, comment ça fonctionne? Comment on endorse quelqu'un? Alors en fait, moi c'est Honor qui est venu me démarcher. Il se trouve que j'étais dans une marque concurrente pendant 1 an. Et un jour, il y a un commercial de chez Honor qui me contacte et qui me dit voilà, ça serait bien qu'on se rencontre. Voilà. Parce qu'en fait, ce commercial venait dans les magasins de la Drôme, donc amener les commandes, etc., prendre des commandes. Et donc les magasins lui ont dit il y a un gars là, qui est prof d'harmonica et qui donne des cours dans la région. Voilà. Et donc, il m'a contacté, il m'a dit ça serait bien qu'on se voit, voilà. Donc, bien sûr, avec grand plaisir, on a mangé ensemble et voilà, il m'a proposé un contrat. Et au départ, je me suis dit ça me paraissait un peu un rêve en fait. Qui allait se réaliser. Alors au début, j'y croyais pas trop. Je dis oui, d'accord, mais tant que je vois pas les papiers, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils vont se dire non, pourquoi lui? Et puis finalement, ça s'est fait. Et donc j'en étais très content parce que il se trouve que moi, quand j'ai commencé l'harmonica, j'ai commencé sur un Honor, sur un marine band. Et quand on joue l'harmonica, la première fois, en tout cas moi ça m'a fait ça, la première fois que j'ai mis l'harmonica dans ma bouche, il y a une espèce de goût. Du bois, etc. Il y a une espèce de goût qu'on a. Et ce goût-là, tu sais, c'est un peu comme un vieux bonbon. Tu sais, t'es gamin, tu manges un bonbon qui n'existe plus, et quand tu le remanges quelques années après, tu te dis, putain, oui, c'était ça. Tu vois, et là, t'as toutes les images qui reviennent. Et en fait, et moi, tous les gars que je voyais sur les pochettes de vinyle ou sur les disques, etc., ils avaient des honneurs. Tous les bluesman que j'admire, ils avaient des honneurs. Et donc voilà. Et donc de se dire que moi, je vais être sponsorisé par cette marque-là, qui est la marque numéro 1 au monde, c'est comme un guitariste qui d'un coup, Fender vient le voir et dit tiens, tu veux, on va te sponsoriser. Tu vois, c'est un truc, tu dis mais c'est incroyable. Et tous les jours, j'en suis très content. C'est une super boîte avec qui ça se passe très bien. Et je suis vraiment très content de représenter cette marque. Je suis très content de leurs harmos. Et voilà. Et moi, c'est un vrai rêve pour moi de me dire, moi, voilà, je joue sur les harmonicas de mes idoles et je suis sponsorisé par cette marque-là. Et c'est génial. Et c'est un harmonica qui me correspond. En fait, des marques, il y en a d'autres. Maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant même. Il y a des modèles, il y en a plein maintenant. J'en ai essayé parce que je suis curieux. Mais c'est ce modèle-là qui me va, qui correspond à mon jeu, en fait. Qui correspond à ma façon de jouer la musique, à ma façon de jouer, au son que je veux avoir. C'est eux, quoi. C'est ta deuxième voix. Voilà, exactement. Très souvent, d'ailleurs, je dis que si j'avais... En fait, souvent... Je me dis que si j'avais été chanteur, j'aurais peut-être pas fait de l'harmonica. Mais comme je sais pas chanter, et qu'en général les gens me disent de pas chanter, moi je dis souvent que je suis plutôt, je chante à travers mon harmonica. C'est-à-dire que je me considère pas non plus comme un harmoniciste. Il y a des harmonicistes qui sont extrêmement techniques, qui connaissent tout de l'harmonica, qui les démontent, qui les règlent, qui mettent des joints, qui font plein de trucs, qui savent tout. Ça. Moi, il sort de la boîte, il va à la bouche directement. Je tripote pas mes harmonicas, je les règle pas, je fais rien. Comme ils sont, je joue avec, quoi. Et donc voilà. Et donc moi, je m'exprime à travers mon harmonica, comme d'autres le font à travers la voix et d'autres à travers la guitare. Donc voilà, ça me correspond. Parfait. Tu nous en as tellement bien parlé que maintenant on veut en savoir un petit peu plus quand tu en joues. Quelle est ton actu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Jean-Marc? Alors, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Eh bien, évidemment, je joue avec le Chicago Blues Trio, donc CBT, donc avec Daddy MT et Marlène, enfin Mathieu et Marlène. Voilà, alors, pour les concerts, donc il y a eux. Je joue aussi avec différentes personnes, alors je ne vais pas tous te les citer, parce que des fois, c'est juste le temps d'un ou deux concerts, etc. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs formations dans lesquelles je joue.
Là, actuellement, c'est surtout avec le Chicago Blues Trio que je joue. Voilà. Après, j'anime des jam blues aussi, sur Valence, tous les 2 mois en partenariat avec Jazz Action Valence. Et puis j'enseigne l'harmonica, c'est quand même ce que je fais tous les jours en fait. Il n'y a pas un jour où j'enseigne pas l'harmonica. Donc j'ai à peu près une 50aine d'élèves qui sont répartis dans différents endroits et je leur enseigne l'harmonica. Alors c'est toujours un peu étonnant parce que tu peux te dire, mais est-ce qu'on peut enseigner le blues ? Ça c'est une bonne question, est-ce qu'on peut enseigner le blues ? Ben, quelque part, non. Mais par contre, tu peux montrer des choses. Tu peux dire, ben voilà, tu vois, moi quand j'essaie de faire ce que fait ce bluesman-là, qui lui est un vrai bluesman, moi j'essaie de me rapprocher au plus près de son souffle. D'écouter sa respiration, comment il fait ça, etc. Et donc j'essaie d'être le plus près possible. Donc moi, ce que je peux t'apprendre, c'est ce que moi j'ai compris, en déchiffrant à l'oreille, et je peux te montrer. Et toi, tu peux à nouveau essayer d'être le plus près possible de son souffle à lui. Donc est-ce que c'est enseigner le blues ? Non, je crois pas. Mais est-ce que c'est donner des clés ou montrer le chemin ? Je pense que oui. Voilà. Même si dans mes cours, je ne fais pas que du blues, parce que j'ai des élèves qui veulent faire un peu de folk, un peu de country, etc. Bon, du coup, ça m'oblige à travailler des morceaux que je n'aurais pas travaillé spontanément. Mais dans tous les cas, je joue, et plus je joue, et mieux c'est. Et tu présentes cette musique et tu fais passer cette passion. Voilà. Et... Moi, en fait, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est-à-dire que je ne suis pas un bluesman, je ne suis pas né dans le Mississippi, je n'ai pas ramassé du coton. Donc, est-ce que je suis légitime, finalement, de jouer du blues ici en France ? J'en sais rien, mais quelque part, j'ai envie de dire que chacun son blues, chacun sa route, chacun son truc. Et du moment qu'on trouve quelque chose avec lequel on s'exprime, c'est bien ça le principal. Donc, moi, voilà, c'est à travers l'harmonica. J'essaie de jouer mon blues et j'essaie d'amener ma petite pierre à l'édifice. Pas parce que j'ai la prétention de faire des morceaux qui vont révolutionner le truc, parce que ça ne sera pas du tout le cas. Mais au moins, je me dis, si j'apprends à des gens à jouer du blues, à s'y intéresser, à travers l'harmonica, j'ai l'impression d'amener ma petite pierre sur la transmission un peu du blues et de l'harmonica, en fait. Donc voilà, et ça suffit à mon bonheur. Ah, ça c'est beau, ça me plaît. Alors, tu n'es pas venu qu'avec ta mallette d'harmonica, tu es venu aussi avec tes complices, qui sont aussi nos amis. Tout à fait. Mathieu et Marlène, qu'on aime beaucoup. Mathieu, qu'on a reçu la saison dernière et qui nous a aidés aussi dans l'émission. Il nous a composé beaucoup de titres en complicité avec Marlène. On les en remercie. Merci. Voilà, vous avez compris. Ils accompagnent Jean-Marc. On va les retrouver tout de suite sur la scène du Saturday Night Blues et on va les accueillir après en plateau avec toi pour nous parler un peu de CBT. Kali, tu vas céder ta place, mais tu l'as bien chauffé pour Mathieu et Marlène. Et on se retrouve juste après. On retrouve Daddy MT et Magic Marl.
in the shirt. Yeah, all I should have did what my mama told me. Lord, I should have did what my mama told me. We got box of illness clothes, don't know how to sing this blues. Ouais. On vous accueille sur le plateau. Ça fait plaisir de vous revoir, les amis. Salut Thibaut. Merci beaucoup. Salut Thibaut. Merci Mathieu, merci Marlène. C'est toujours... On s'en lasse pas. Non, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, voilà. Et l'année dernière, vous nous aviez tellement bien animé ces lives qu'on était un petit peu déçus de ne pas mettre un petit coup de projecteur sur vous. Donc maintenant, faute à réparer. Voilà. On le disait juste avant. Tu fais bien, merci. Blague à part. On le disait juste avant de vous écouter avec Jean-Marc. Donc CBT. Donc qu'est-ce que c'est ? Comment il est né un petit peu ce projet ? Comment vous êtes rencontrés ? Comment c'est né ? Eh bien, c'est né comme ça en fait. C'est né de jam, sur Valence où on a pris l'habitude de jammer avec Jean-Marc. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, malgré son caractère un petit peu insupportable. Mais non, voilà, ça s'est vraiment fait en fait presque sans le dire ou le formaliser en fait. C'était très naturel. Voilà, dit tiens, il y a un concert, bah on y va tous les trois. On est dans l'idée de comment dire. Ça se passe toujours sur le moment en fait. C'est-à-dire que nous on travaille pas spécialement tous les trois. Voilà, on fait du blues, donc c'est une musique qui est faite pour être improvisée comme ça. Et en fait nous on se retrouve tous les trois pour un concert et puis on prend notre pied comme ça quoi. C'était d'ailleurs un seul concert de prévu. On était tous les trois. Et puis ça a plu, donc on nous a reprogrammé ailleurs et de fil en aiguille, nous sommes nés. Et c'est pas trop compliqué, Marlène, d'être avec son mari et avec un de ses amis au milieu de deux grands mâles comme ça ? Non, je gère bien. Ouais. Non, c'est avec Daddy MT, on peut pas rêver mieux. Hein. Franchement, moi je me sens en sécurité avec lui. Je lui dis souvent d'ailleurs, je me sens en sécurité quand il est à côté de moi. Et puis non, je joue avec Jean-Marc. Et avec moi, tu sens pas en sécurité avec moi. Alors attends. Laisse-moi réfléchir. Si, non, ça marche super bien. On est bien. Moi, je trouve qu'on est bien tous les trois. On fait un bon complément. Bon. Alors moi, j'avais un petit cadeau à te faire, Marlène. Parce que on s'était fait un petit kiff la saison dernière avec Mathieu. Mais je sais que tu es fan de quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi dans cette émission. Et je voulais te l'offrir. Voilà, je voulais te l'offrir parce que je sais que c'est quelqu'un qui est important aussi pour toi. Tu peux le montrer à la caméra. Bien sûr. Voilà. Elle est où ? Elle est juste en face de toi. Voilà. Voilà, Magic Slim. Un grand pour moi, Magic Slim. Et Alors ça date de Jazz à Vienne. Jazz à Vienne, C'est un de ses derniers Jazz à Vienne. La première fois que je l'ai vu, c'était au Jazz à Vienne, mais au Petit Théâtre. Et c'était un moment extraordinaire. Alors, est-ce que justement, avoir une influence comme un Magic Slim, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans votre musique ? Ah bah oui. De toute manière, nous, on est dans le Chicago Blues, hein, donc oui. Ah oui, c'est sûr que ça se... Sans le chercher à le faire, en fait. C'est naturel. Enfin, ça fait partie de notre culture. Donc, alors évidemment, on est en trio. CBT, il n'y a pas de section rythmique. Donc, on va pas ressentir tout de suite la lourdeur, effectivement, de ce que pouvait être le blues de Magic Slim, quoi. Mais ça l'est forcément dans notre jeu et puis dans les titres et puis dans notre répertoire. Ouais. Il fait partie de... Voilà, comme tous ceux qui nous ont influencés, celui-là, il a la caractéristique de nous avoir influencés beaucoup tous les deux, en fait. Grâce à toi, d'ailleurs, parce que je le connaissais pas tant que ça, en fait, avant de te rencontrer. Et donc, forcément, il transpire, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, c'est un mélange d'influences. Vous êtes passionné d'un certain registre, Jean-Marc d'autres, et on arrive à créer comme ça quelque chose de nouveau, peut-être ?
Ça va. Reste avec nous. Non, mais c'est à moi que tu parles. Je pensais que tu parlais à... C'est celui qui veut répondre. Ah, d'accord. Écoute, tout simplement, je pense que les influences de Mathieu et Marlène sont pas exactement les mêmes que les miennes. Après, tout ça, ça reste quand même du blues. Donc, si tu veux, leurs influences, quelque part, sont les miennes et les miennes sont quelque part les siennes. Même si moi, j'écoute pas Magic Slim plus que ça, même si j'adore, hein, c'est pas ça le souci, mais c'est pas ce que j'écoute en priorité. Mais on parle le même langage, en fait. On parle du blues au sens large. Voilà. Là, avec ce trio, on est surtout axé sur le Chicago Blues. Donc, c'est une figure emblématique de ce blues-là. Donc, forcément, ça fait partie de notre culture ACBT, en tout cas, c'est sûr. Très bien. Quels sont vos projets à venir? Où c'est qu'on va pouvoir peut-être vous voir ou vous entendre? Quels sont vos projets là? Alors, quels sont nos projets? Eh bien, nos projets, on en a. En fait, on a des concerts, donc comme ils t'ont dit... On va donner les dates. Voilà, donc on a des concerts qui vont se passer... En fait, si tu veux, ce qui est assez bizarre dans cette aventure, c'est que ce que disait Mathieu, c'est qu'en fait, on n'a pas été dans la démarche, on monte un groupe, on fait un CD, on prépare un site internet, et puis on postule à des endroits. En fait, nous, ça se passe un peu à l'inverse. On s'est rencontrés, on a commencé à jouer ensemble, et puis on nous a demandé de faire un concert. Bon, alors on a préparé un répertoire pour faire un concert, et puis ça a plu, on nous en demandé un autre, et ainsi de suite. Et donc souvent, on joue dans un endroit, et puis comme ça plaît, on nous dit, vous revenez? Bah oui, on revient, pas de problème. Donc voilà, donc ça se fait comme ça de fil en aiguille. Et voilà, donc les projets qu'on a, c'est à la fois... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est pour te perturber, mais j'avais envie qu'on voit un petit peu Albert Collins jouer derrière toi. C'est des petits kiffs que je me fais. Okay. Et il était un petit peu en pause. Et donc voilà, donc des concerts on en a programmé jusqu'à cet été. Voilà, et puis le CD que nous avons fait, qui va sortir bientôt. Qui représente un petit peu ce que vous faites, aussi bien sur scène qu'en mode scénique du Saturday Night Blues, parce que j'en arrive à ça, on va vous entendre en fin d'émission. Yes. Un petit cru, on dit pas, on se laisse la surprise? On se laisse la surprise. On se laisse la surprise. En tout cas, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Marlène. Merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci à toi, merci à Kali de nous avoir reçus. Et bravo, encore bravo, on y va. Bravo il est pour juste cette là, émission. les amis, ne vous inquiétez pas, il est juste derrière. C'est que Il nous a laissé le sa plateau place, est un c'est peu tout. petit, donc Oui. il s'est sacrifié, mais Il nous a gentiment laissé sa place. Oh non, si on t'aime. Merci aussi à Jean-Marc de nous avoir proposé de venir jouer. Merci à vous, parce les que c'est titres avec toujours lui. un plaisir de partager du blues avec eux. Ça fait partie du langage de cette musique. Exactement. C'est ça que tu voulais dire. Tu m'enlèves les mots de ma bouche. Bon, on se donne rendez-vous en fin d'émission. Allez. Ça marche. Je vous laisse prendre place à côté de Monsieur Manu. Vous verrez, il est très gentil et il fait pas de bruit. D'accord, on y va. Et on accueille de nouveau mon Kali. Et à Allez. tout à l'heure. Merci encore. Merci, encore bravo. Ah, ça me fait plaisir, mon Kali. Oui, j'étais parti loin. Bon, tu t'es pas loin, t'es à côté de J'étais Manu. derrière. C'est mon fils, c'est Arthur qui a réalisé là derrière. Oh, Je t'assure. merci Arthur. Et il se débrouille bien, hein. T'as le père, t'as le fils, hein. Ouais. C'est malaise. Non, parce qu'il me voyait appuyer sur les touches, il avait l'impression que c'était facile. Et en fait, c'est facile, il y arrive. Je pense que je vais lui laisser réaliser l'émission maintenant pour les prochaines. Bon, en tout cas, le fait d'avoir Mathieu et Marlène, ça nous met l'eau à la bouche pour vous écouter en fin d'émission. Je trépigne, mais on n'en a pas fini encore avec toi. On va passer à une nouvelle rubrique. C'est la rubrique hors sujet. Alors, qu'est-ce que c'est la rubrique hors sujet? Eh ben, c'est tout ce dont on a envie de parler, qui n'a pas forcément sa place dans l'émission, mais on va quand même en parler. Exactement, ouais, c'est la rubrique où on s'amuse à donner un petit peu des recos. Des recommandations culturelles, voilà. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait pas vraiment la place de parler avec tout ce blues dans cette émission de ce qui nous plaisait. Mais finalement, on en revient toujours un petit peu au blues et à la musique, donc au final. Hein. Et moi, pour cette reco de cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo. Oh tiens, c'est étonnant. Ok.
mais d'un jeu vidéo qu'on peut jouer avec un enfant, justement. Il y a Arthur qui est là. Et moi, en tant que papa geek, je recherche souvent des jeux vidéo à jouer avec mes enfants. Et ça, je vais vous parler d'un jeu de 2013 qui était sorti sur Wii U à l'époque et qui s'appelle Rayman Legend. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il s'appelle Rayman Legend. Et alors, figure-toi que j'en parle aujourd'hui, non pas simplement pour dire que c'est un excellent jeu de plateforme développé par Ubisoft, mais c'est surtout parce que c'est développé par Ubisoft Montpellier. C'est développé par Ubisoft Montpellier et particulièrement par Michel Ancel, qui est lui aussi un réalisateur de jeux de Montpellier, qui a réalisé aussi... c'est le papa de Rayman et des Lapins Crétins, c'est le papa de Beyond Good and Evil pour ceux qui connaissent. Est-ce que je parle de gameplay ? C'est un platformer, ça se joue à deux. À l'époque, c'était sur Wii U, une console qui est un peu morte-née sur Nintendo, mais ça se jouait à deux. Il y en avait un qui avait une manette et l'autre qui avait cet écran comme ça. Et du coup, c'est super de jouer ça avec un gosse parce que il n'a pas besoin de faire grand-chose. Celui qui a la manette, il va faire de la plateforme, il va diriger, et l'autre va s'amuser à cliquer comme ça. Donc c'est vraiment très très fun à jouer avec un enfant. Mais alors si j'en parle aujourd'hui, C'est notre train, tu sais. on a tous notre train. Okay. Et moi, c'est ma chronique, c'est mon train à moi. Non, si j'en parle, c'est que alors. Hormis Ubisoft Montpellier, hormis Michel Ancel qui est mon pionnier, il y a aussi Christophe Herral, que tu connais peut-être, c'est un compositeur montpelliérain aussi également, qui a composé cette bande originale. Et c'est un mec qui il se qualifie comme bidouilleur sonore. Il fait de la musique, il fait du kazoo, il fait de la mandoline, du banjo, etc. Et alors dans Rayman Legend, et là je vais juste vous passer un petit morceau. Dans Rayman Legend, on a des séries de niveaux. Et à la fin de tous les niveaux, on a un niveau musical. C'est un petit peu une petite pause. On se fait plaisir, il y a un petit niveau musical. Et le jeu commence avec un Black Belly. Oh, Black Belly, bam, bam. Une reprise par le compositeur Christophe Herral. Et le deuxième niveau, attention, je vais vous la mettre. Et je vais vous la mettre jouée par Arthur, mon fils. Il y a du son, normalement, mon Manu. Donc c'est parti, vous allez écouter. Allez pour toi, Manu. Excellent. Ah, ça me fait plaisir. Et j'espère qu'Alain Dorval regarde cet épisode. Parce que tu sais qu'on a reçu Alain Dorval, qui est quand même la voix officielle de Sylvester Stallone. Ouais. Alors, il n'aime pas qu'on dise officiel. Mais j'espère qu'il le regarde, parce que je pense que ça le fera sourire, vu qu'il est assez sensible à ce genre de choses en plus. Voilà, donc moi je savais que ça te ferait plaisir. C'est pour toi. Il y avait tout ce truc autour de Montpellier. Et bon, voilà. Donc, bref.
Rayman Legend, un excellent jeu. De toute façon, il est disponible un petit peu partout. Je l'ai mis en dessous de la vidéo, mais maintenant, il est sorti à la base sur Wii U, mais il est sorti sur toutes les plateformes. Jouez-y avec vos mômes. C'est un excellent jeu de plateforme et musicalement, ça déchire. Il s'amuse vraiment avec les instruments qu'il a sous la main, des jouets d'enfants, etc. Il se fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était ma reco de la semaine. Très bien. Je pense que tes enfants, quand ils vont voir ça, ils vont dire papa, on veut jouer avec toi. Bon, bah écoute, je vais enchaîner hein, et on te laissera le final. Moi, cette semaine, quand je savais que tu venais à l'émission, il y a plusieurs trucs qui me sont venus en tête. Et en regardant la télé, et j'en ai parlé tout à l'heure sur cette plateforme magnifique Netflix, j'ai envie de vous dire déjà, écoutez ça. Voilà, à ses premières notes, pour les aficionados du manga, il s'agit du thème principal de Cowboy Bebop, l'animé qui était sorti en 98. Et pourquoi je veux parler de ça dans cette séquence hors sujet? Parce que figure-toi que depuis quelque temps, il y a le live action de cette série qui vient de sortir sur Netflix. Donc ils ont adapté le manga en série live avec des vrais personnages, des humains. Et c'est très marrant de voir ça en série. Ils ont fait appel de nouveau à Seat Belts, qui était le groupe de l'époque. La chef d'orchestre est Yoko Kanno. Et ils se sont reformés pour l'occasion. Et c'est les images que je viens de vous montrer. Ils ont refait une partie de la bande-son et des petites innovations. Mais ils sont assez fidèles au niveau de la musique de l'époque à ce qu'ils font là dans la série. Ça c'est fou, hein. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais c'est fou qu'ils aient rejoué la partition parce que, alors, moi, j'ai pas, je vais te laisser en parler, mais j'ai pas regardé l'adaptation live qui a été faite là récemment. Moi, je suis un grand fan de la série. J'ai le vinyle qui est juste là-bas, et elle est déjà parfaite à la base, cette BO. Ah, elle est déjà parfaite, il n'y a rien à dire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, je ne veux pas parler de la série, je vais revenir au manga, mais juste pour répondre à ta question, la série, elle est intéressante parce que ce qu'on a vu dans le manga, c'était quand même assez incroyable. Alors, pardon, juste 2 secondes, parce qu'on va se faire engueuler. On ne dit pas un manga, c'est un animé. Ouais. Le manga, c'est le papier. Bon, alors dans l'animé, ce qui était assez incroyable, c'est que ça se passe c'est un space opéra. Voilà, il y a quand même, c'est un monde aussi bien. On est un peu dans les 70s, tu vois, au niveau des fringues et tout. C'est un univers qui est assez marqué visuellement. Et moi, je me suis dit comment ils vont faire, si tu veux, pour adapter. Enfin, voilà, le premier épisode, je me suis dit comment ils vont faire pour adapter ça en série. Et en fait, tu t'y prends parce que la bande son, elle te plonge dedans. Moi, je suis hyper sensible au sap. Moi, c'est quelque chose, ça me prend. C'est aussi bien quand t'as la musique, les saps, et que t'as des bons comédiens, tous les ingrédients se réunissent, et pour moi ça marche. Donc voilà, cette série elle se fait taper dessus, elle se fait cracher dessus aussi, mais pour moi ça a marché, tu vois, quand on parle de musique et tout, t'es pris ou t'es pas pris, hein, c'est ce qu'on dit souvent dans le blues. Non, j'en reviens au groupe Seatbelts, et j'en reviens notamment à la série, à l'animé. Il y avait un morceau qui est spécifiquement fait pour toi, à l'harmonica, qui s'appelait Spoke Doke, et je veux t'en mettre un petit extrait. Ouais, écoute-moi ça, vas-y mon Kali.
Ah, je voulais me faire un petit kiff. Lui aussi, il a lancé dans un champ son harmonica. Moi, c'est moins violent que ça. Je voulais me faire un petit kiff déjà pour se remettre l'animé dans les yeux, et puis je voulais te mettre cette harmonica dans les oreilles. Parce T'as que... pas besoin de mettre les guillemets, hein, c'est un animé, c'est tout. Bah, voilà, en tout cas, c'est un plaisir de revoir Cowboy Bebop en animé. Et puis de réécouter cette bande-son, et c'est un thème qu'on revoyait régulièrement d'épisode en épisode. D'accord. Ça évoquait toujours quelque chose de très spécifique dans les épisodes. Mais je voulais te présenter ça, parce que maintenant, Je ne sais pas. quand on parle d'harmonica, moi il y a 2 personnes qui me viennent en tête. C'est Jean-Jacques Milteau, parce que moi c'est le premier que j'ai écouté. Et j'ai eu la chance, Bien sûr. partie anecdote, d'être son chauffeur. Mais on en parlera dans une autre émission si un jour il vient. Et Jean-Jacques, je t'invite à venir. Ça serait super. Et toi, voilà. Non, c'est pas pour merci. tirer les pompes. Non mais c'est vrai, parce que là tu nous as fait un petit portrait des personnalités avec qui tu as joué, mais tu en as accompagné énormément. Oui, et beaucoup. vraiment, au-delà de transmettre ta passion de l'harmonica, c'est que tu joues beaucoup avec beaucoup de personnes. Voilà, j'en termine moi avec mon Cowboy Bebop. Ouais, mais, alors moi, tu me l'as piqué, Cowboy Bebop, parce que moi, je suis très fan. Hein. Musicalement, l'animé, alors je te dis, je l'ai pas vu. Alors, je vais quand même te donner une petite anecdote, et tu le répéteras à personne, vous le répéterez à personne. Je suis tellement fan de l'animé que je n'ai jamais vu l'animé en entier. Parce que je me dis qu'une fois que j'aurai tout vu, j'en aurai plus à voir. Bah, je suis pas le seul dingo, hein. Ah bah alors là, Hein sérieux? Je n'ai jamais vu la fin. J'ai les DVD, j'ai tout ça à la maison. Et de temps en temps, je m'en regarde un de plus. Mais je me dis, quand j'en aurai plus, j'en aurai plus. Et alors attends, donc là on a le beau coffret avec l'intégrale de la série. Et il y a le film. Le film, tu te l'as Je l'ai vu au cinéma, le film, ouais. Ah d'accord. Là, je l'ai vu au cinéma. Donc effectivement, il y a des choses que je ne comprends pas encore. Bah voilà, bah oui, parce que si t'as pas tout suivi l'animé, la série complète. Bon. Vous le gardez pour vous, hein. Oui, non, On le dira, bien vu que- mesdames et que- messieurs, que on le t'es dira bizarre pas aussi. que Kali est un bébête, mais c'est pas grave. Je suis un tango. Voilà. Hop, on clôt Cowboy Bebop. Alors, ta petite recommandation hors sujet, de quoi t'as envie de nous parler, Jean-Marc? De quoi j'ai envie de parler? Alors, moi, il y a 2 choses qui m'ont fasciné. La première, ça a été finalement tout ce qui était tatouage et tout ça. C'est quelque chose qui me fascinait. Et puis finalement, il y a un autre truc qui m'a replongé un peu dans mes années adolescent, c'est la mobilette. Alors ça paraît tout con, mais la mobilette... Pas la moto, la mobilette. La mobilette, ouais. La mobilette. Parce que quand j'étais adolescent, moi j'ai été fasciné par les mobilettes. J'étais abusé à un magazine qui parlait de mobilette et j'en avais pas et je rêvais que de ça, d'avoir ma mobilette qu'on peut trafiquer, changer le pot, etc. Et donc j'en ai eu une après avoir supplié mes parents pendant des mois et des mois. J'en ai eu une. Et puis en Ardèche, je retrouvais des amis, toujours au même endroit où j'ai lancé l'harmonica pour les vaches, et on faisait de la mobilette. C'est-à-dire qu'on passait nos journées à faire la mobilette, on allait de village à village, etc. Bon, puis après, en grandissant, la mobilette, elle est restée au fond de notre truc, mon grand-père en avait une, etc. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, 2 ans peut-être, je redécouvre cette mobilette de mon grand-père, une bleue, une motobécane bleue. Oh. Et je me dis, putain, mais j'ai envie, c'est trop classe en fait. Ouais. C'est trop classe. Je vais la redémarrer. Oh, Mais elle ne yes, redémarrera ok. pas, ça fait 15 ans qu'elle est au fond d'un hangar, elle ne redémarrera pas. Putain, elle redémarre, du premier coup. Alors moi, je gonfle les pneus, tout ça, je fais un tour avec. Et j'ai fait le même chemin que j'avais fait à l'époque pour aller jouer de l'harmonica aux vaches, à un endroit qui s'appelle le Point de Vue, d'ailleurs. Et j'avais ressenti les sensations que j'avais adolescent, c'est ce truc de liberté où on roulait sans casque. Je dis pas que c'est bien, hein, il faut pas le faire, mais on roulait sans casque, etc. On était, voilà, et je me suis dit putain, mais c'est trop bien. J'ai envie de me remettre dans la mobilette. Tu t'es fait un petit retour dans le futur. Voilà, personnel. exactement. Et donc du coup, cette mobilette-là, eh ben, alors je la sors de temps en temps, mais j'en ai acheté une autre, j'ai voulu en acheter une autre. Et aujourd'hui, c'est devenu des objets hyper collector. Ah grave. C'est très difficile de trouver des mobilettes. Alors, je parle vraiment des mobilettes comme on avait les 103, les motobécanes, etc. C'est très difficile aujourd'hui, ça coûte assez cher, mais il y a une espèce de renouveau. Il y a même un magazine qui est ressorti maintenant qui parle de mobilettes. Ouais. Il y a pas mal de gens qui commencent à les rebricoler, les Solex aussi, et ça commence à prendre de la valeur. Et je me dis, bah, finalement, c'est pas plus ridicule de rouler en mobilette que d'être sur une trottinette électrique. Et puis pour moi, c'est un côté quand même beaucoup plus vintage, beaucoup plus classe. Donc du coup, j'ai racheté une mobilette. C'était donc c'est une MBK, c'est la dernière MBK qui a été fabriquée à pédale, puisqu'après ils sont passés au kick. Et voilà, et du coup je l'ai assuré, parce que maintenant il faut assurer, une plaque, etc. Et je m'en sers.
Alors, je vais chercher mon pain, je vais faire 2-3 commissions avec, voilà, et j'adore ça. Et je trouve ça super la mobilette, et je suis persuadé que dans quelques années, ça va revenir en force et tout le monde va vouloir rouler en mobilette. Donc là, tu nous as fait une reco mobilette. Voilà, exactement. Tu recommandes aux spectateurs de rouler à mobilette. Moi, je trouve que la mobilette, c'est super classe. J'ai les boules de ce que tu viens de me dire, parce que moi, j'avais une mobilette, une Peugeot 102, qui était la moto bécane des flics. Oui. Et qu'ils appelaient les hirondelles, si je dis pas de... Oui, les hirondelles. Et je l'ai vendue à une régisseuse de prod qui cherchait des mobilettes parce qu'il y a un film qui se tournait dans la région, un film roumain ou croate, un truc comme ça. Et je l'avais mis en vente. Et ce que tu me dis là, ça me fout les boules parce que... Oui, mais tu sais qu'il y a même des gens qui te proposent de faire des balades en mobilette. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, ils te louent la mobilette. Comme tu louerais sur la plage les trucs où on pédale, où on est à 4, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, les voiturettes où on pédale, où on le loue pour la journée, on se parade sur les plages, etc. Ben là, il y a des gens, ils louent des mobilettes à la journée, ils te prêtent une mobilette, tu fais ta balade et tu ramènes la mobilette et tu payes la location à la journée. Et ça revient vraiment à la mode. Et moi, je trouve ça super et ça m'évoque mes années mobilettes. Qu'on a beaucoup connues. On se retrouve avec les copains, les copines, on passait notre temps sur la mobilette, on allait de village en village, on grillait de l'essence en fait. Hein. Mais c'était super. C'était vraiment des super moments, quoi. On bricolait ça. Voilà, on achetait des pots. Putain, ouais, t'as mis ce pot-là, c'est génial. T'as vu le bruit qu'il fait. Voilà, on essayait de les customiser. Et c'était super. Et je trouve ça. Voilà. Après, moi, par exemple, j'aime beaucoup les Harley Davidson, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une Harley Davidson et j'ai pas mon permis moto. Donc ça fait beaucoup de paramètres. Ben, ma mobilette, c'est ma petite Harley à moi, quoi. C'est un peu la Harley du pauvre, un peu comme l'harmonica. L'harmonica, c'est un peu l'instrument du pauvre. D'ailleurs, on appelle ça le rinbabine, le Mississippi saxophone, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter un vrai saxophone, donc on joue du Mississippi saxophone. Ben voilà, il y a un côté, mais moi j'aime ça. Cool. Bon, bah écoute, super. Moi, je kiffe. C'est la première fois qu'il y a un invité qui nous parle d'un... Non, mais j'adore aussi. Tu vois, tu croyais pas en cette rubrique. Ben, ça nous amène vers des choses qu'on n'attendait pas. Exactement, et j'adore. Merci Jean-Marc d'avoir partagé avec toi, avec nous, ce petit moment de nostalgie. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, écoutez, on va fermer cette rubrique hors sujet. Hein. Moi, je voulais juste dire un truc. Vas-y, je t'en prie. Là, en fait, il y a un ampli qui vient de sortir, que j'ai développé avec un gars qui habite à Chabanais, donc c'est entre Romans et Vienne. Donc on a développé un ampli spécialement pour harmonica. Voilà, il s'appelle Val Martin, il fait des amplis point par point, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un artisan qui fabrique des amplis haut de gamme. Il en faisait pour guitare et pour basse, et puis du coup on a développé un ampli pour harmonica. Voilà, c'est un ampli signature en fait. Je vais donner mes recommandations pour moi, ce qui était l'ampli idéal pour l'harmonica. Donc il n'y a pas qu'au niveau du son, il y a plein d'innovations aussi, le fait qu'on puisse l'incliner, faut que se passe des micros différents, avec voilà, il y a plein d'innovations dedans et un son qui moi correspondait à un son voilà, vintage comme j'aime pour faire du Chicago Blues notamment. Et si j'en parle aussi, c'est parce que en fait, cet ampli-là, il m'a demandé de lui choisir un nom. Et au début, je me suis dit, je vais lui donner un nom américain. Pour le blues, c'est super bien, puis peut-être qu'il sera en peau de crocodile ou ça. Et puis je me suis dit, mais finalement, pourquoi lui donner un nom américain? Et je suis pas américain, ils ont tous Je suis un harmoniciste français, lui c'est un fabricant qui habite pas loin du Rhône, de chez lui on voit le Rhône d'ailleurs, c'est un peu notre Mississippi à nous. Et je me suis dit non, je vais lui donner un nom français à cet ampli. Et je vais lui donner un look qui, moi, m'interpelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des encres marines et des roses des vents, tout ça. D'ailleurs, il y a une rose des vents sur ma boîte. Je ne sais pas si on va le voir, mais il y a une rose des vents sur ma boîte. Voilà, c'est quelque chose qui m'évoque des choses pour moi. Et donc, tout ça pour vous dire que cet ampli, j'ai décidé de l'appeler Le Marin. Ah, yes. Donc voilà, donc il s'appelle Le Marin et il a un look un peu particulier. Et donc, je suis très content de cette collaboration avec Val Martin. Et voilà, et de ce look qu'on lui a donné, voilà, et des amplis comme ça en France, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Classe. En plus, tu m'as devancé parce que regarde, tu vois, dans ma petite conduite, j'allais dire, est-ce que tu as un petit mot spécifique à nous donner par rapport à tes projets actuels, tu vois, qui n'est pas forcément l'actu. Donc tu vois, tu viens de me devancer. Et hop, et je rebondis tout de suite et on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Ah non, il y en a des rubriques. Moi, je voudrais juste te dire un mot. On va rien dévoiler du tout, mais je pense que très prochainement, tu pourras peut-être nous faire une petite démo de cette ampli j'en serais en public. J'en serais ravi. J'en dis pas plus.
C'est mystérieux. Il y a un petit côté. il est- Il y a un petit côté mystérieux. Thibaut! C'est toi, Sharon? Oui, c'est moi, Thibaut. Tu as réuni encore une fois les 7 boules de cristal. Jusqu'au bout de cette saison 2, Sharon, je te l'ai dit, je les chercherai et tous les 15 jours, je les réunirai, je t'invoquerai pour que mon invité puisse faire ses 3 vœux. C'est la séquence des 3 vœux. Ça, c'est notre petit kiff, c'est notre petit kiff perso. D'accord. Alors, Jean-Marc, qu'est-ce que c'est que... Putain, mais ça fout les jetons un peu. Hein, Jean-Marc, tu as 3 vœux. Quels sont-ils? Alors, je vais compléter ce que dit Sharon. Tu as la possibilité... Je suis pas clair, Thibaut. Mais c'est pour les spectateurs qui nous découvrent. Cette séquence des 3 vœux, c'est là tout de suite. Tu as la possibilité de demander à Sharon 3 souhaits. Qu'est-ce que moi tu lui demandes? Tu as 3 souhaits. T'en as pas 1, 2, 3, mais 3. Tu lui demandes quoi? Il est là, Sharon. Vas-y, on t'écoute. Mais des souhaits pour moi propre ou pour le monde entier? Ce que tu veux, c'est à toi, ça t'appartient. Tu es libre, Max. Je fais des blagues. Alors, 3 vœux. Alors là, comme ça, de but en blanc, c'est difficile parce que des vœux, j'en aurais beaucoup. Qu'est-ce qui est important pour toi, Jean-Marc? Je sais pas. Si c'était ça, je pense que je souhaiterais des choses pour ma famille. Je pense que voilà, ça serait le plus important. Après, voilà, après c'est toujours bateau de dire la santé, etc. Parce que quand on est jeune, on se dit oui, la santé, on s'en fout du moment qu'on a de l'argent et du sexe, c'est bien suffisant. Mais finalement, en vieillissant, on se dit que la santé c'est pas mal. Après, si je reviens à la musique, si je devais faire un seul vœu, je dirais, j'espère qu'un jour j'aurai vraiment le blues. Eh bien, je vais te faire un pack cadeau. L'argent, du sexe et du blues. Et de la santé, bien entendu. Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est cadeau. Aujourd'hui, plus d'un vœu. De l'argent, du sexe, du blues et la santé. Et ben voilà, si j'ai tout ça, je serais déjà pas mal heureux, je pense. Merci, Sharon. Il est bon de rire parfois. Ah, ça fait du bien. Ah, il venait de loin. Merci, Jean-Marc, merci. Merci, Sharon. Et Merci on se à vous. retrouve très prochainement pour de nouveaux souhaits. Avec plaisir. À très bientôt. Je m'en vais. On en arrive à la fin de cette émission, Jean-Marc. D'accord. Je pense qu'on en a appris un petit peu plus sur toi et sur tes Écoute, activités. J'espère. On t'a Cool. un petit peu entendu jouer, mais on n'en a pas fini parce que nous, tu sais, on est gourmands, hein, Kali, on en veut toujours un petit peu plus. Et on va faire abstraction d'une rubrique, mais parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais qu'avec nos invités, on aime bien souvent faire des jeux. Mais on s'est dit, pour cette émission, on veut mettre vraiment en avant ton talent et ta musique. Il y a Marlène et Mathieu qui trépignent d'impatience, ils sont là. Moi aussi. Donc ce que je te propose, c'est de te laisser le petit mot de fin et tu vas partir les rejoindre sur la scène et on va vous écouter avec le CBT et nous, on va se quitter gentiment en musique. Tu es d'accord? Exactement. Alors, je dis mon petit mot de fin. Déjà, merci pour cet accueil, pour cette super émission. Voilà, je suis content d'être venu participer à ce spectacle, on pourrait dire, hein, presque. C'est un peu un spectacle. Hein, à ce spectacle, je remercie d'avance Marlène et Mathieu d'avoir accepté de venir m'accompagner sur cette émission. Merci à toute l'équipe technique ici qui fait un sacré boulot, on se rend pas compte, mais il y a du matos, hein, il y a des choses pour en arriver là, et voilà. Et même merci, j'espère qu'on se reverra sur des concerts. Écoute, avec plaisir, en tout cas, merci à toi. Merci à vous. Continuez à faire vivre le blues à travers votre émission, c'est super important. On s'y emploie. C'est un travail commun. Et puis à bientôt sur la route, comme on dit. À bientôt sur la route et peut-être à bientôt, il t'a teasé un petit peu sur Saint-Étienne. Allez Jean-Marc, on va te laisser retrouver tes compagnons. Merci encore. Je te détache. Ah, détache, Hop, je prends ma petite valise. Hein. Vas-y, pars avec ta valoche. Si je pars pas mes Je vais moi juste faire un petit au revoir. Vas-y, on te laisse passer. Merci. On va se quitter avec notre ami Kali. Vas-y. Bon, mon Kali. C'était une bonne émission.
J'ai kiffé et j'ai hâte de les entendre jouer. Donc s'il te plaît, pour une fois, fais bref. Allez, on fait bref. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur Twitch, sur Facebook et bien évidemment sur YouTube pour retrouver la crème de la crème. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires. Pas que sur Thibaut, t'es trop long, tatati, tatata, Kali, j'adore tes fringues. Monsieur Manu, quand est-ce qu'on te verra en vrai ? Eh bah, laissez-nous vos messages. Hein ? Tu sais pas faire court, hein. C'est pas possible. Oui, retrouvez-nous la semaine, dans 2 semaines. Ouais. Pour un nouvel épisode du Saturday Night Blues. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi. Il paraît que ça aide au référencement YouTube. Exactement. Allez, on retrouve le CBT sur la scène du Saturday Night Blues. Et comme le dit si bien notre ami Jean-Claude Van Damme, see you later, alligator. Break a day, snap me up with everything I say. Little by little, oh, I'm loving you, I can say. Hey, bit by bit, your love is slipping away from me. Wonder what you're doing, baby, don't you know it ain't right? I wonder what you're doing, that you take so nice. Little by little, oh, I'm loving you, I can see. Bit by bit, your love is slipping away from me. And I say, whoa, whoa. I said, whoa, 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 whoa. I said, whoa, whoa. I said, whoa, 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 whoa. I said, whoa, 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 do, whoa, whoa. I get so disgusted when I try to kiss you. Just don't feel like it just to do. La ba la la, oh, I'm loving you, I can say. Yeah, bit by bit, your love is slipping away from me. And I say, whoa, I said, whoa, 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 whoa. Now I said, whoa, whoa. I said, whoa, 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 whoa. Now I said, whoa, 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 whoa. Why do, whoa, do, whoa. Now I said, whoa, do, whoa, whoa, do, whoa. Now I said, whoa, do, whoa, 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 whoa. Now I said, whoa, 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 whoa. Baby, that's the way I feel. Merci.